Bien, bonjour à tous et puis merci aux organisatrices de me faire l'honneur de présider cette première session qui a l'air passionnante d'après bien entendu les résumés que j'ai lus, mais parce que malheureusement, mais ma collègue Sylvie Riquemar le sait, je ne suis que très incidemment de temps en temps, grâce à ces invitations d'ailleurs, comment dirais-je, non pas spécialiste, hein, mais un petit peu visiteuse, je dirais, de la littérature de voyage. Mais je suis médiéviste. Alors le mais, je ne sais pas, vous le prenez comme adversatif ou comme excuse, enfin, vous voyez vous-même. Voilà. Donc, bien sûr, je ne prends pas plus de temps. Avant donc de présenter notre première conférencière, hein, Priscilla Meaux, qui nous vient de Bordeaux, si j'ai bien compris, et qui est membre de Pluriel, que je connais par ailleurs, voilà, et qui est docteur donc en littérature médiévale, ayant travaillé, et je crois que c'est ce dont elle va nous parler, sur ce magnifique manuscrit 2810 que nous avons tous, les médiévistes, parcouru avec admiration. Donc je vous laisse la parole. Je vous remercie, et je vous remercie avant tout Christine Gardra-Werfeli et Sylvie Riquemar pour avoir organisé ce colloque et m'avoir invité à y participer. Mon intervention vise à proposer donc une étude de l'œuvre boïenne au sein de ce manuscrit qui lui est postérieur d'un peu plus d'un siècle, donc le manuscrit Paris, Bibliothèque nationale de France, français 2810. Il a été confectionné dans les années 1410-1412 à la suite d'une commande du duc de Bourgogne, Jean sans Peur. Finalement, le duc de Bourgogne n'est pas resté longtemps en sa possession puisqu'il l'a offert au tout début de l'année 1413 à son oncle, le duc de Berry. Le manuscrit a été nommé vers la fin du XVe siècle Livre des merveilles du monde et de fait il constitue un présent somptueux. Il concentre un florilège de récits viatiques et d'écrits sur l'Orient de la fin du XIIIe siècle et du début du XIVe siècle. S'y côtoient en effet les œuvres très célèbres donc, du Devisement du monde de Marco Polo, des Voyages de Jean de Mandeville, de la Fleur des histoires de la terre d'Orient, des Tons, et de la Relatio d'Odoric de Pordenone. Et ces textes sont accompagnés d'écrits au succès plus modeste, comme donc le traité de l'état de la Terre Sainte et aussi en partie de la Terre d'Égypte de Guillaume de Boldenzel, la pérégrination de Récolte de Montecroce, le livre de l'état du Grand Khan et enfin 3 lettres échangées donc entre le Grand Khan, le chrétien Alain et le pape. À l'exception des œuvres de Marco Polo, de Jean de Mandeville et d'Éton, les œuvres qui paraissent dans ce manuscrit ont toutes été traduites du latin en moyen français par le moine Jean Le Long d'Ypres en 1351. En outre, le livre des merveilles est un manuscrit d'exception par sa richesse iconographique, puisqu'il contient 265 miniatures effectuées par 6 artistes ou ateliers d'artistes différents qui ont naguère été identifiés par François Avril. Et ces miniatures sont bien sûr mises en évidence par toute une impressionnante décoration secondaire de blasons, de bordures, etc. Finalement, l'œuvre peut être feuilletée aussi dans le seul but de contempler donc son iconographie. Au Moyen-Âge, la cohabitation de plusieurs œuvres au sein d'un manuscrit est tout à fait normale. On dit souvent qu'elle répond avant tout à des critères pratiques de rassemblement de plusieurs œuvres au sein d'un même codex. Toutefois, dans la lignée des travaux de Case Busby, on peut penser que certains manuscrits ne peuvent pas uniquement être considérés comme des outils commodes pour rassembler des écrits, mais qui peuvent aussi constituer des œuvres à part entière. En l'occurrence, les textes et images du livre des merveilles forment un ensemble autour des thématiques du voyage et de l'Orient. Et à plusieurs reprises, on peut remarquer que les textes vont rentrer en résonance les uns avec les autres, si bien que s'instaure un dialogue entre les textes, mais aussi entre les textes et les images. Il s'agira aujourd'hui d'envisager comment cette mise en recueil nous permet d'appréhender la réception de l'œuvre paulienne à la fin du Moyen-Âge, et donc dans le siècle qui a suivi sa création. Et pour ce faire, je verrai tout d'abord les choix qui ont été faits par la mise en recueil, puis donc, dans un deuxième temps, la création des jeux d'écho qui a été impliquée par ce choix. Et enfin, nous étudierons les illustrations comme témoins d'une première forme de réception.
Alors j'envisage tout d'abord de parler des choix parlants de mise en recueil, parce que nous savons donc qu'au Moyen-Âge et à la fin du Moyen-Âge, l'Orient fascine les lecteurs occidentaux. La version Jean Lelong, donc effectuée au milieu du XIVe siècle, va accentuer ou du moins va souligner cet attrait pour la merveille orientale, puisqu'on a remarqué que cette traduction de Jean Lelong va parfois alléger ou omettre certains passages religieux, et à l'inverse, elle va amplifier la merveille, elle va dramatiser certains épisodes pour mettre l'accent sur le périple et sur la découverte de pays, de mœurs, de souverains inconnus. Et ainsi, donc, elle s'est adaptée à un lectorat laïque, avide de merveilles. Dans le Livre des Merveilles, l'ajout des œuvres de Marco Polo et de Jean de Mandeville à la version Jean Lelong contribue à mettre en évidence ce goût du lectorat pour le lointain oriental associé à la merveille. Et cet attrait pour l'Orient extraordinaire est évidemment partagé par le commanditaire du manuscrit, comme en témoignent les inventaires de la librairie de Jean sans Peur, et notamment l'inventaire de 1420, qui a notamment été étudié par Delphine Janot, où l'on retrouve plusieurs œuvres qui vont traiter de l'Orient ou de la littérature de voyage. De fait, au sein de cette littérature des merveilles et de l'Orient, le devisement du monde occupe une place de choix, ce qui est bien visible dans le Livre des Merveilles. Le manuscrit figure parmi les 6 témoins qui nous restent de l'ensemble des textes qui ont été traduits par Jean Lelong, donc textes que j'ai écrits en haut du tableau. 4 de ces 6 manuscrits, donc colonne de gauche, composent les textes de la version Jean Lelong dans un ordre fixe, avec donc Eton, Ricole de Montecroce, Odoric de Pordenone, Guillaume de Bonhomme-Zell, les lettres, le livre de l'État du Grand Khan et parfois un autre texte. À côté de cela, donc, nous voyons que l'ordre est perturbé dans le Livre des Merveilles et dans le manuscrit de Berne. Pour le manuscrit de Berne, ce n'est pas vraiment étonnant, puisque Marco Robecchi a montré que ce serait un manuscrit qui descendrait du Livre des Merveilles ou bien d'un manuscrit intermédiaire donc, entre lui et le Livre des Merveilles. Pour le Livre des Merveilles, on peut bien sûr formuler plusieurs hypothèses. Tout d'abord, la modification de l'ordre des textes peut être liée à l'œuvre d'Eton, qui paraît non pas dans la version traduite par Jean Lelong, mais dans une autre version française, qui est tout simplement sa version originale, puisque l'œuvre a été d'abord écrite en français, en latin, puis retraduite par Jean Lelong. Le frontispice de l'œuvre d'Eton, dans le Livre des Merveilles, contient en outre un portrait de Jean sans Peur, donc du commanditaire du manuscrit. Or, on sait que ce commanditaire a très rapidement offert le manuscrit à Jean de Berry, et il est probable que cette décision ait été prise alors que la conception du manuscrit n'était pas tout à fait achevée. Dans ce cas, on peut comprendre évidemment que l'œuvre d'Eton ait été déplacée, puisque offrir un manuscrit commençant par son propre portrait à quelqu'un peut paraître déplacé. Mais le choix d'ajouter des œuvres aussi prestigieuses que le devisement du monde et le voyage peut également justifier tout simplement une modification de l'ordre préexistant. In fine, l'œuvre paulienne paraît en tête du Livre des Merveilles et du manuscrit de Berne, ce qui met en évidence l'importance et le succès des œuvres, comme le révèle leur composition, la composition des manuscrits en livrets. Donc je reprends ici la dénomination de livret qu'a notamment utilisé Octave Julien. Donc je cite Octave Julien. En l'absence de reliure, les cahiers sont mobiles et indépendants les uns des autres. Si le texte est copié sans césure sur plusieurs cahiers, ceux-ci sont liés ensemble par leur contenu. On ne pourrait en retirer ou n'en déplacer un qu'au prix d'une mutilation du texte. Mais si l'on a affaire à un recueil et que la césure entre 2 textes coïncide avec le passage d'un cahier à un autre, ce recueil peut être décomposé en 2 unités autonomes. Nous désignerons sous le terme de livret de telles unités qui peuvent être constituées d'un ou de plusieurs cahiers et contenir un ou plusieurs textes. Donc finalement, le livret, ces unités autonomes, commencent par d'autres textes qui à chaque fois sont des textes célèbres. Et on remarque d'ailleurs que l'ordonnancement des textes n'est pas tout à fait le même dans le manuscrit 2810 que dans le manuscrit de Berne, tout simplement peut-être parce que l'œuvre de Jean de Mandeville est devenue alors déjà plus célèbre qu'elle ne l'était lors de la parution du Livre des Merveilles.
Donc, l'étude de cette composition m'amène enfin à envisager la création des jeux d'écho entre les textes dus à la mise en recueil et de voir justement en quoi on peut considérer que ces échos entre les textes nous donnent des informations quant à la réception de l'œuvre poétique. Dans le Livre des Merveilles, le devisement du monde est accompagné d'œuvres qui lui sont postérieures. Si les textes de Ricole de Montecroce et d'Éton ont été rédigés moins de 10 ans après l'œuvre paulienne, le livre de l'État du Grand Khan, les œuvres d'Odoric de Pordenone et de Guillaume de Waldenzel la suivent d'une trentaine d'années, et celle de Mandeville d'environ 58 ans. Or, on sait que le devisement du monde a rapidement été un best-seller, si bien qu'il semble possible que certains de ses auteurs aient connu l'œuvre paulienne. D'ailleurs, le texte d'Odoric de Pordenone peut nous faire penser à celui de Marco Polo sous plusieurs aspects, surtout au niveau de la structure de l'œuvre et au niveau de certains propos sur des territoires ou des populations abordées. Toutefois, à ma connaissance, nous n'avons pas relevé jusqu'à ce jour de reprise claire et évidente du texte paulien dans l'œuvre d'Odoric de Pordenone. De même, la structure et les thématiques de l'œuvre mandevillienne peuvent parfois nous rappeler le texte paulien. Et ce d'autant plus qu'on sait que les voyages de Mandeville sont en fait issus d'une vaste opération de reprise d'autres textes et de réécriture. Parmi d'ailleurs ces textes, nous retrouvons les œuvres d'Odoric de Pordenone et de Guillaume de Waldenzel. Toutefois, certains chercheurs, tels Christiane de Luz, pour n'en citer qu'une, ne signalent pas l'œuvre paulienne dans leur relevé des sources utilisées par Jean de Mandeville. Enfin, par sa structure et son style, le livre de l'État du Grand Khan peut également nous rappeler, sous certains aspects, le devisement du monde. Donc, finalement, nous nous trouvons face à des écrits qui ressemblent parfois au texte paulien, sans pour autant parvenir à établir un lien clair entre eux. Dès lors, la prudence est d'autant plus nécessaire que la reprise de motifs de texte en texte est un procédé que l'on retrouve de manière récurrente dans la littérature sur l'ailleurs, certains motifs pouvant remonter jusqu'à l'Antiquité, avec notamment les genres de la paradoxographie et de la périégèse, par exemple. Nous voyons que certains êtres merveilleux sont repris depuis l'Antiquité jusqu'à Marco Polo, Odoric de Pordenone, Mandeville, etc. Prenons comme exemple de sujets communs au devisement du monde et à d'autres œuvres du Livre des Merveilles, le motif de l'État du Grand Khan. Donc, exemple de reprise particulièrement frappante. Parmi les descriptions du Grand Khan et de son empire, celle du devisement du monde, de la Relatio, du Livre de l'État du Grand Khan et des voyages de Mandeville partagent un nombre important de similitudes. Dans plusieurs de ces textes, on va trouver la description de Khanbalik, donc Pékin, et de Kinsay. Il est aussi question du palais d'hiver du Grand Khan, des femmes et du fils aîné du souverain, des seigneurs à son service, des scènes de chasse ou encore des festivités du royaume, de son système de monnaie papier ou aussi de la communication par relais de messagerie. D'œuvre en œuvre, nous reconnaissons ainsi une permanence dans la description, comme si le manuscrit offrait plusieurs pièces de puzzle, mais qu'une part d'entre elles était quasiment les mêmes. La similarité de la description de l'Empire du Grand Khan dans le devisement du monde et la Relatio est même frappante. À l'exception des passages où Odoric de Pordenone livre un témoignage vraiment personnel, c'est-à-dire où il se met en scène comme acteur de son voyage, la majeure partie des renseignements fournis par le chapitre 25 de la Relatio figurent dans l'œuvre paulienne. Mais si l'on compare en détail les pièces a priori similaires du puzzle, on perçoit quand même quelques petites différences. Dans le devisement du monde, par exemple, il est expliqué au lecteur que 2 fêtes majeures ont lieu chaque année chez les Tartares, l'une pour l'anniversaire de Kubilai Khan, l'autre pour la nouvelle année en février. Dans la Relatio, le nombre de fêtes annuelles passe à 3 ou à 4 dans certains manuscrits, et les festivités ne sont pas toutes attribuées aux mêmes événements. Dans les voyages, en revanche, la présentation des fêtes de l'Empire du Khan suit de près celle d'Odoric de Pordenone, et il y ajoute juste la mention d'un lieu de culte. De même, les chiffres peuvent être aléatoires d'une œuvre à une autre. Mais finalement, ce sont des différences que l'on perçoit entre les textes, mais qui sont menues parce qu'on peut observer de telles différences dans une même œuvre en fonction des différents manuscrits. Par exemple, dans la Relatio, il est écrit que la ville de Kinsay dispose de 7 000, 10 000 ou 12 000 bons, suivant les différents manuscrits. Autre exemple intéressant, je trouve, de reprise de sujets communs au devisement du monde et à d'autres œuvres, le thème du vieillard de la montagne.
Dans le devisement du monde, son jardin est localisé dans la contrée de Mulette, entre deux montagnes, dans une vallée fermée. À l'entrée, on trouve un château imprenable, et le vieillard drogue des jeunes hommes avec un breuvage. Il les mène dans un jardin extraordinaire peuplé de belles femmes, de façon à ce qu'ils croient être au paradis. Pour retrouver ensuite le paradis perdu, les jeunes hommes devront se battre pour cet homme qui passe pour un prophète. Le château du vieil homme est finalement assiégé, le vieillard est tué par un des seigneurs du calme. Dans la relatio, le jardin du vieillard se situe dans une montagne nommée Mélestoire, entourée de murs. Le vieil homme drogue aussi des garçons et les mène aussi dans un jardin similaire, en fait, celui de l'œuvre Pauline. Il se sert également d'eux en leur faisant croire qu'ils sont allés au paradis, et le vieil homme sera aussi finalement assassiné par les Tartares. En fait, finalement, on trouve des différences par rapport au vieillard de la montagne que quand on regarde le texte d'Héton, qui donc est plus près en date de l'œuvre paulienne, puisque Héton signale qu'un vieillard exerce sa domination sur des assassins en Perse, et il ne donne pas de détails sur un éventuel jardin, sur l'usage d'une drogue ou d'une boisson, ou encore sur la manière de procéder du vieil homme. Donc nous voyons surtout des liens, finalement, entre l'œuvre paulienne, ici, et l'œuvre d'Odoric de Pordenone. Autre exemple encore, et je vais m'arrêter après là, pour les exemples, le motif du prêtre Jean. Le prêtre Jean, donc souverain, prêtre particulièrement légendaire, à partir du XIIe siècle. L'œuvre paulienne rapporte que c'est le chef des Kéraïtes. Donc les Kéraïtes, c'est une tribu mongole, en grande partie constituée de chrétiens nestoriens. Son royaume se situe en Mongolie et il a refusé d'accorder la main de sa fille à Gengis Khan, qui lui a ensuite déclaré la guerre. Le conflit s'est terminé par la mort du prêtre Jean. Maintenant, chez Odoric de Pordenone. En fait, Odoric de Pordenone nomme la terre du prêtre Jean l'île de Pentexory et situe cette dernière à l'ouest du Cathé, tout en précisant qu'en vérité, il ne s'agit pas d'une île. D'après le frère franciscain, le prêtre Jean a épousé la fille du grand Khan. Ainsi, dans le devisement du monde comme dans la relatio, l'un des deux souverains épouse ou souhaite épouser la fille de l'autre, mais le prétendant et le père de la jeune femme s'inversent dans les deux œuvres. Quant à Jean de Mandeville, il affirme que le royaume du prêtre Jean est véritablement sur une île d'Inde et que ce dernier gouverne aussi l'île de Mistorak. En fait, c'est une reprise de l'île Mélestoire qui, chez Odoric, était liée au vieillard de la montagne. Il nous apprend ensuite que son palais est extraordinairement luxueux, qu'on y organise de grands banquets et que des femmes viennent 4 fois par an à des fins de procréation. Finalement, si une intertextualité est manifeste au sein de la littérature des merveilles, il nous semble difficile d'établir une reprise de l'œuvre paulienne, car le retour de même sujet, parfois troublant, s'accompagne de différences d'une œuvre à une autre. Un constat similaire peut également être formulé d'ailleurs du point de vue des expressions ou du style, puisque si de l'œuvre paulienne à celle d'Odoric de Pordenone ou encore de Jean de Mandeville, l'écriture peut différer, on peut néanmoins retrouver d'un texte à un autre des expressions récurrentes, notamment en début ou en fin de chapitre, avec des formules types du type quand l'on se part de, et là le nom d'une ville ou d'un royaume, si chevauche-t-on tant de journées, et trouve-t-on, etc. Toutefois, de telles formules se trouvent aussi bien dans la relatio que dans les textes de Guillaume de Bollenzel, d'Héton et de Ricole de Montecroce, qui, pour deux d'entre eux, donc, ont écrit des œuvres relativement peu de temps après Marco Polo. Encore une fois, il est possible que ces formules remontent à d'autres œuvres et viennent parfois naturellement dans une structure où un chapitre est associé à un lieu, et ainsi de suite. In fine, nous pouvons imaginer que le devisement du monde, compte tenu de son rapide succès et de son prestige, a peut-être exercé une influence notable sur certaines de ses œuvres, sans toutefois pouvoir vraiment évaluer la réception de l'œuvre paulienne et son effet sur les œuvres viatiques du XIVe siècle. Néanmoins, la circulation des sujets d'une œuvre à une autre est le signe d'une vaste opération de réception-retransmission à laquelle participe l'œuvre paulienne et qui contribue à créer un horizon d'attente chez le lecteur de l'époque. En outre, la mise en recueil du texte paulien avec d'autres textes crée des effets de continuité ou d'écho qui peuvent en partie transformer la réception du texte contenu dans le manuscrit. Difficile en effet pour un lecteur du livre des merveilles de savoir finalement où vit le prêtre Jean, ou encore qui sont les pygmées, où se situe l'arbre sec, etc. Compilés ensemble,
Les œuvres peuvent donc tour à tour se compléter à l'image des pièces d'un puzzle ou offrir au lecteur plusieurs images différentes d'un même motif, livrant ainsi une vision plus kaléidoscopique dans laquelle finalement la merveille l'emporte sur l'information réaliste. Mais si on ne peut pas facilement voir un auteur dans la position de récepteur de l'œuvre, le livre des merveilles nous permet toutefois d'observer, grâce aux miniatures, une première forme certaine de réception. Alors, je rappelle que ce manuscrit contient 265 miniatures, donc face à un tel manuscrit, tout lecteur est avant tout un spectateur. La lecture ne vient que dans un deuxième temps, parce que la contemplation des images s'impose. Mais les images sont une réponse picturale à des textes antérieurs à elles, et parfois elles proposent un prolongement de l'écriture. Elles nous permettent donc d'imaginer comment on a pu percevoir les textes au début du XVe siècle. Alors, je ne reviens pas sur l'identification des miniaturistes qui a été effectuée par François Avril, mais il est quand même intéressant de remarquer que les artistes qu'il n'a pas reconnus, et qu'il a désignés comme des artistes anonymes, dont il n'a pas reconnu les maîtres, n'ont pas illustré le devisement du monde, mais ont illustré d'autres œuvres. Donc finalement, peut-être qu'on a souhaité réserver à l'œuvre de Marco Polo les ateliers les plus prestigieux, les plus reconnaissables. 84 miniatures sont associées à l'œuvre polienne. Au niveau quantitatif, celle-ci n'est donc pas privilégiée par rapport aux autres textes du livre des merveilles. Quasiment un tiers des miniatures illustrent un texte qui occupe presque un tiers du manuscrit. Dans l'ensemble, les illustrations sont plutôt fidèles au texte et l'on remarque une certaine adaptation de la tonalité de l'iconographie à la tonalité employée par l'auteur voyageur. À l'exception d'un endroit précis du texte, à la fin du récit du miracle de la montagne, Marco Polo adopte une position plutôt neutre envers les Sarrasins. Il ne porte pas vraiment de critique à leur encontre, à l'inverse des autres auteurs du livre des merveilles. Et de fait, cette apparence neutralité semble se refléter quelque peu dans les images, comme en témoigne donc celle-ci du folio 10R. Alors, on trouve des traits habituellement utilisés pour dévaloriser les orientaux, par exemple des habits très colorés, où il y a une association de jaune et de vert, association qui est considérée comme le signe du désordre, comme l'a signalé Michel Pastoureau. On trouve aussi évidemment des chapeaux et des barbes pointues qui sont régulièrement associés dans l'iconographie aux personnages orientaux et aux sarrasins. Donc on a un portrait à tendance péjorative, mais bien moins que dans d'autres œuvres. Par exemple, je vous donne deux illustrations, toujours donc des sarrasins, bien plus dégradantes, qui illustrent les passages de la fleur des histoires et de la pérégrination. Donc là, cette fois-ci, nous ne voyons pas d'association de vert et de jaune, mais clairement, les vêtements sont plus bariolés. On trouve notamment le chapeau à trois pointes, agrémenté de grelots, qui va assimiler les sarrasins à des fous, tandis que la crosse, que l'on trouve dans les deux images, va donc reprendre un peu la forme des chapeaux et donc va rappeler la marotte du fou. À l'inverse, on va remarquer que la représentation du Grand Khan est souvent plus flatteuse dans les images qui accompagnent le devisement du monde que dans les images qui accompagnent les autres œuvres du manuscrit. Là, on trouve donc trois exemples où donc le Grand Khan, donc toujours avec un chapeau pointu, mais avec une forme un peu particulière qui lui est souvent associée, figure ici donc en rouge ou en bleu, donc des couleurs qui, encore une fois d'après Michel Pastoureau, sont des couleurs plus archétypales de la fonction royale. On remarque même dans le folio 44R que le personnage est représenté avec la technique de la demi-grisaille, qui est plutôt d'habitude associée aux occidentaux dans ce manuscrit. Globalement, donc, on constate une adaptation du texte au niveau de la représentation de l'autre, mais parfois avec des traits forcés. Une réception plus marquée est visible dans les images dès lors qu'il s'agit de traiter de la merveille. Là où le texte polien reste mesuré, la miniature va forcer le trait. Ainsi, au folio 55 verso, sont représentés des dragons alors que Marco Polo décrit vraisemblablement des crocodiles à son lecteur, des animaux qui se déplacent sur le sol et qui laissent leurs traces dessus en se déplaçant. De même, donc l'image en dessous, au folio 85 recto, est représentée une licorne alors que le texte précise que l'unicorne ne ressemble absolument pas à la licorne des bestiaires et qu'il décrit l'animal comme un rhinocéros, en le comparant notamment avec l'éléphant, le buffle, le sanglier. Alors, certes, le miniaturiste peut peindre tout simplement ce qui lui était indiqué avec un mot-clé
à l'endroit de la miniature. Mais de telles représentations témoignent à un moment donné d'une lecture active ou bien peu fidèle au texte, désirant peut-être se conformer à un horizon d'attente occidental. La volonté de représenter la merveille atteint enfin son point culminant avec la miniature du folio 29 verso, qui nous fournit l'exemple le plus représentatif d'enrichissement du texte par l'image. La miniature ajoute tout simplement au texte un blémie, un sciapode et un cyclope, alors que l'œuvre n'en fait nullement mention. Tout au plus, l'image peut nous proposer une extrapolation à partir de l'expression, je cite, « mains esprits de nuit » que l'on trouve au début du chapitre suivant. La miniature montre donc tout particulièrement l'attachement du lectorat à l'époque de la merveille. Elle crée par ailleurs un pont, ici, entre cette œuvre et les voyages de Mandeville, où l'on trouvera aussi des blémis, aussi bien donc dans le texte qu'en miniature. Finalement, même si des ressemblances importantes sont observables entre l'œuvre paulienne et les autres l'œuvre du Livre des Merveilles, pour ma part, je n'ai pas pu assurer qu'il y a reprise du Dévisement du monde dans les autres textes du Livre des Merveilles. À titre personnel, j'ai donc hâte d'entendre la communication de Michel Galli, qui nous apportera peut-être des éléments sur le lien entre le Dévisement du monde et les voyages. La ressemblance entre les textes et la récurrence de motifs traverse la littérature des voyages, mais peut tout de même parfois être frappante, ce qui peut nous faire imaginer que l'œuvre paulienne a, de façon plus ou moins directe, exercé une influence sur certaines œuvres viatiques du XIVe siècle. Par ailleurs, cette reprise de motifs va créer un important effet d'écho dans le manuscrit, où des textes vont se répondre, entrer en résonance et conditionner une autre forme de réception, où finalement la merveille l'emporte sur la véracité ou la constance de l'information donnée. Enfin, en tant que témoin d'une première forme de réception de l'œuvre paulienne, les miniatures confirment vraiment l'attrait renforcé pour la merveille, parce que finalement, c'est le premier facteur qui va provoquer une infidélité de l'image par rapport à ce qui est écrit. Je vous remercie. Merci beaucoup. Non, je n'aurai pas de solution, mais en effet, ça fera écho peut-être. Mais moi, je me porterai vraiment sur le XXe et XXIe siècle. Donc, mais en effet, enfin, ce qui me paraît intéressant, mais bien sûr, c'est nos collègues qui vont réagir, c'est que